destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Il y a une dynamique très particulière qu'on observe quand on analyse l'architecture urbaine et le tourisme. Mettons, on s'entend pour dire que Tokyo, avec son immensité puis ses gratte-ciels, ça cherche fondamentalement à impressionner. Oui, l'objectif, c'est presque de créer un vertige, tu sais. Exactement. On lève la tête, on observe l'efficacité redoutable de la métropole, puis on se sent inévitablement minuscule. Ensuite, l'itinéraire classique nous pousse souvent vers Kyoto. Puis là, le ton change complètement. Mais drastiquement. Kyoto exige le silence, la contemplation. La ville cherche à émouvoir par son poids historique et spirituel. Mais au milieu de tout ça, il y a une troisième option. Une ville qui cherche pas à intimider par sa grandeur, ni à imposer le respect par ses temples. Une ville qui veut juste qu'on s'assoie, dans le fond. En plein ça. Une ville qui veut tout simplement qu'on s'assoie au comptoir, qu'on prenne un verre, puis qu'on relâche la pression. Et cette ville, c'est Osaka. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre exploration s'appuie sur le guide de voyage extrêmement détaillé de Yvan Junior Blanchette, rédigé pour Aéria Voyage. Un texte super pertinent d'ailleurs. Vraiment, parce que la mission aujourd'hui, c'est d'analyser une prémisse fascinante de l'auteur qui affirme qu'Osaka serait la ville la plus humaine du Japon. Et c'est un angle de vue qui est essentiel pour comprendre la région du Kansai. C'est ce qui élève ce guide-là bien au-delà d'une simple liste de recommandations touristiques. Trop souvent, dans la planification classique d'un voyage, Osaka est relégué au statut de petite excursion rapide. Genre une note de bas de page un peu bruyante qu'on case entre deux visites de sanctuaire, mettons. C'est exactement ça, mais l'auteur démontre, avec des preuves à l'appui, que c'est pas seulement une géographie différente, c'est une philosophie urbaine complètement distincte. L'essence même d'Osaka, ça repose sur la conviction que les interactions humaines spontanées sont plus importantes que la préservation d'une esthétique rigide. Le tissu social est tricoté de manière beaucoup plus lâche, si je comprends bien. Absolument. Les règles implicites qui gouvernent l'espace public dans les autres métropoles japonaises, Osaka, elles sont assouplies. Et notre but avec cette analyse, c'est de comprendre les mécanismes de ce relâchement-là. Comment une métropole de plusieurs millions d'habitants arrive-t-elle à cultiver cette chaleur humaine? Pour comprendre comment la ville fonctionne physiquement, faut inévitablement commencer par l'état d'esprit de ses résidents. T'sais. La géographie urbaine, c'est toujours le reflet d'une culture. Et le guide insiste sur un trait de caractère incontournable. Les gens d'Osaka se comportent pas pantoute comme le reste de la population japonaise. Non, vraiment pas. Ils sont beaucoup plus expressifs. Plus fort un décibel aussi, ouais. Et surtout nettement plus direct. Si l'humour à Tokyo est souvent dissimulé sous plein de couches de politesse formelle, à Osaka, la blague est assumée au grand jour. L'autodérision, c'est pratiquement un sport local. Mais il y a un concept central qui m'intrigue particulièrement dans ses écrits, un mot qui semble définir toute leur existence. Le fameux Kuidaore. Oui, le Kuidaore. C'est quoi exactement? C'est le pilier fondamental de la culture d'Osaka. Le Kuidaore, ça se traduit littéralement par l'idée de manger jusqu'à en tomber ou de se ruiner financièrement par passion pour la bonne chair. Ah, manger jusqu'à plus en pouvoir? Carrément? Mais faut aller plus loin que la simple traduction. T'sais. C'est pas juste de la gloutonnerie bête et méchante. C'est vraiment une déclaration d'intention philosophique. Dans une société qui est historiquement définie par le devoir, l'épargne puis la retenue, revendiquer le droit de dépenser son énergie et son argent dans le plaisir immédiat d'un bon repas, c'est presque un acte de rébellion. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent la cuisine du Japon, non? En plein ça. Cette obsession pour la qualité, l'accessibilité puis la convivialité, ça a bâti sa réputation. La nourriture là-bas, c'est pas juste du carburant, c'est le principal vecteur de communication sociale. Si on met ça en perspective avec une analogie, ça crée une image assez forte. Je suis fascinée par cette idée. Imaginons un instant que les grandes villes japonaises sont les membres d'une même famille qui reçoivent à souper. OK, je t'écoute. Tokyo, ce serait le cousin extrêmement sophistiqué, tiré à 4 épingles. Son appartement est minimaliste, immaculé. Le repas est digne d'une étoile Michelin, mais t'es constamment terrifié à l'idée de laisser une trace de doigt sur sa belle table en verre. Tellement vrai.
Puis Kyoto, dans cette famille-là? Kyoto, ce serait la grand-mère solennelle qui sert le thé avec des gestes perfectionnés depuis 5 siècles. C'est magnifique, mais on n'ose pas parler trop fort. Et Osaka? Osaka, ce serait cet oncle exubérant, celui qui parle super fort, qui rit de ses propres blagues, puis qui, à la seconde même où tu franchis sa porte, te met une grosse assiette débordante dans les mains en criant que t'as l'air d'avoir faim. C'est une excellente métaphore. Puis pour pousser cette idée-là plus loin, exactement comme avec cet ongle bruyant, tu vas pas formaliser si le divan du salon est un peu usé ou si la vaisselle est dépareillée. Non, parce que l'énergie compense pour le reste. Voilà, il y a une infinité de règles en écrit de comment se placer dans l'escalier mécanique, l'interdiction de parler au téléphone dans le train, la bonne façon de tendre sa monnaie. L'anxiété de faire un faux pas est constante. Ça demande beaucoup d'attention, ouais. Et donc, l'atmosphère d'Osaka, propulsée par ce fameux Kuidaore, ça agit comme une valve de décompression. Le fait que les résidents eux-mêmes se prennent pas trop au sérieux, ça donne implicitement la permission de relâcher les épaules. Mais là où ça devient complexe pour moi, c'est quand on observe comment cette attitude-là se matérialise dans l'urbanisme. Parce que la décompression mentale, en général, on associe ça à des espaces verts, au calme, au minimalisme. Ouais, la nature, le zen. Exact. Or, le guide décrit des quartiers qui sont littéralement le contraire de ça. Prenons Dotonbori, mettons. Les images sont célèbres des canaux bordés par des kilomètres d'enseignes lumineuses hyper frénétiques, une foule hyper dense, puis ces fameux restaurants avec des crabes mécaniques géants ou des pieuvres de plastique de 10 mètres de large accrochés sur les murs. C'est un vrai spectacle, hein? Ça me chicote un peu, tu sais. Un crabe géant robotisé, des néons qui t'aveuglent, une cacophonie constante. Ça ressemble à une violente surcharge sensorielle. Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'un chaos aussi tapagère puis commercial permet de se sentir à la maison ou relaxé? C'est pas un énorme paradoxe, ça? C'est paradoxal en apparence seulement. L'explication, elle se trouve dans la fonction sociale de cette architecture outrancière-là. Dans d'autres métropoles, la surcharge visuelle s'accompagne d'une attente de performance. À Times Square, à New York ou dans certains quartiers de Tokyo, l'environnement est intense, mais il exige aussi que les passants marchent vite, qu'ils projettent une image de contrôle ou d'anonymat affairé. Tout le monde a l'air occupé ou important. Exactement. Mais la démesure de Dotonbori, avec ses mascottes grotesques puis ses couleurs criardes, ça opère tout à fait différemment. Ça désarme complètement l'ego. Face à un immense crabe de plastique qui agite mécaniquement ses pinces avec une petite musique joyeuse, c'est juste impossible de maintenir une façade de snobisme ou de sophistication rigide. Fait que tu peux pas avoir l'air snob devant une pieuvre géante en plastique, là. En plein ça. L'esthétique de Dotonbori détruit le besoin de paraître. Cette absurdité visuelle-là, qui est totalement assumée, s'annule la pression sociale. On est invité à s'émerveiller comme un enfant, à rire puis à laisser tomber notre masque d'adulte sérieux. C'est le contraire absolu de l'intimidation architecturale. Vu sous cet angle-là, l'urbanisme chaotique devient presque un outil de nivellement social. C'est brillant quand même. Puis c'est juste une facette de la ville. Dotonbori, c'est le visage exubérant, avec Nanba, puis ses immenses galeries marchandes couvertes comme Shinsabashi. Mais le guide nous amène aussi dans des secteurs qui racontent une toute autre histoire temporelle. Oui, il y a des contrastes très forts. Il y a une section importante sur Shinsekai, un quartier qui historiquement a été pensé dans les années 1900 comme le summum de l'innovation, modelé avec une moitié inspirée de Paris puis l'autre de Coney Island à New York. Et avec la fameuse tour Tsutenkaku érigée dans les années 50 au centre. Exact. Mais aujourd'hui, on le décrit comme un endroit résolument rétro, très ancré dans son identité de classe ouvrière. Qu'est-ce qui explique que ce quartier a gardé cette patine un peu rugueuse au lieu d'être aseptisé puis modernisé comme le reste du pays? Shinsekai, c'est une véritable capsule temporelle qui illustre parfaitement le pragmatisme d'Osaka. Au début du 20e siècle, c'était vraiment la vision japonaise de l'Occident futuriste. Mais avec les guerres et les crises économiques, le développement massif s'est déplacé vers d'autres quartiers. Fait que le quartier a été un peu laissé à lui-même. Ouais, mais ce qui est remarquable, c'est qu'Osaka n'a pas ressenti le besoin viscéral d'effacer cette époque-là pour construire des tours de verre étincelantes. Shinsekai a vieilli, c'est sûr, mais il a conservé son âme de quartier populaire, un lieu de divertissement bon marché pour les travailleurs. Les petits cinémas, les salles de jeux d'arcade vintage, les vieux restos de friture. Il y a une beauté là-dedans. Totalement. La ville accepte ses imperfections puis son passé ouvrier avec beaucoup de fierté.
Cette authenticité brute-là est devenue son atout principal aujourd'hui. On n'y va pas pour chercher le luxe, on y va pour chercher une ambiance palpable qui est impossible de recréer artificiellement. Le respect des différentes époques, il est aussi super évident quand on regarde vers Nakazakicho, un autre quartier mis en lumière par l'auteur. Là, c'est un contraste foudroyant. On parle d'un secteur préservé des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, un labyrinthe de minuscules ruelles bordées de maisons traditionnelles en bois. C'est tellement paisible comme endroit. Et au lieu de devenir un musée à ciel ouvert ou une grosse attraction touristique sclérosée, c'est devenu le refuge de la jeune création. Des friperies, des cafés indépendants, des galeries d'art qui s'intègrent organiquement dans l'architecture d'avant-guerre. Ça montre bien que l'identité d'Osaka se résume pas juste au néon. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. Oui, parce que tous ces quartiers, qu'ils soient hyperactifs ou paisibles, ils servent finalement de décor à la fameuse philosophie du Kuidao. Fait qu'il faut absolument qu'on examine ce qui atterrit concrètement dans les assiettes. On peut pas parler d'Osaka sans parler de la mécanique de sa cuisine de rue. Absolument pas, car l'organisation même de la nourriture reflète vraiment l'esprit de la ville. Prenons le takoyaki, l'emblème absolu de cette cuisine de rue-là. Les fameuses boulettes aux poulpes. Exact. Ce sont des boulettes de pâte de blé, cuites dans des poêles avec des dizaines de petites alvéoles, dans lesquelles on insère un morceau de poulpe. Puis tout ça, c'est recouvert de mayonnaise, d'une sauce brune épaisse, puis de flocons de bonite séchés qui bougent avec la chaleur. Ça a l'air incroyable. C'est délicieux. Mais ce qui est crucial de comprendre ici, c'est pas juste la recette, c'est le mécanisme de consommation. Le takoyaki, c'est conçu pour être mangé debout, avec un simple petit cure-dent, au beau milieu d'une foule en mouvement. C'est une réponse directe à la densité et au rythme d'Osaka. C'est une nourriture qui demande aucune cérémonie, aucune réservation. Ça démocratise vraiment l'excellence culinaire. C'est fascinant de voir comment la contrainte de la densité crée un classique gastronomique. Puis dans la même veine de l'accessibilité sans prétention, il y a l'okonomiyaki. C'est souvent décrit comme une grosse crêpe japonaise salée, très épaisse, à base de chou râpé. Mais le guide soulève un point chaud, il y a une rivalité féroce, presque institutionnelle, entre la version de l'okonomiyaki d'Osaka et celle préparée à Hiroshima. Oh oui, une rivalité historique? C'est pas juste une question de goût, ça semble presque être une question d'identité régionale, tu sais. Les gens d'Osaka défendent leur méthode avec beaucoup de vigueur. Pourquoi ce plat-là génère-t-il autant de fierté territoriale? Parce que la méthode de préparation, c'est une allégorie de la culture locale. À Hiroshima, la préparation de l'okonomiyaki est très structurée, presque méthodique. Les ingrédients sont superposés en couches bien distinctes sur la plaque de cuisson. La pâte d'abord, puis le chou, puis les nouilles, l'œuf et ainsi de suite. Tout est super bien rangé. Très ordonné, OK. Mais la version d'Osaka, en revanche, ça consiste à prendre tous les ingrédients dans un gros bol, à les mélanger allègrement dans un joyeux désordre, puis à verser tout ça d'un coup sur la plaque. Ah, un vrai chaos culinaire. C'est chaotique, c'est informel et ça refuse la séparation stricte des éléments. Cette volonté de tout mélanger sans cérémonie, c'est exactement la façon dont les habitants d'Osaka conçoivent leurs rapports sociaux. C'est un plat qui célèbre le mélange puis la convivialité plutôt que la hiérarchie. C'est d'ailleurs pour ça que le udon d'Osaka est différent de celui de Tokyo. C'est quoi la différence avec les nouilles udon? Ici, on préfère des nouilles plus douces dans un bouillon clair et réconfortant. Un plat qui cajole plutôt qu'il ne s'impose. Le bouillon doux pour apaiser après le chaos de la ville. C'est tellement logique. Et pour voir cette culture culinaire en pleine action, très tôt le matin, l'auteur pointe vers le marché de Kuromon. Il recommande de s'y promener à l'aube, d'observer les chefs locaux choisir leurs produits, tout en mangeant une brochette de pétoncle grillée ou une omelette tamagoyaki bien chaude en marchant dans la rue. Le meilleur moyen de commencer la journée. Vraiment. Mais c'est en revenant à Shinsekai qu'on trouve ce qui est peut-être l'anecdote sociologique la plus révélatrice du guide. On y sert une spécialité appelée kushitetsu. Ce sont des brochettes d'absolument n'importe quoi. Viande, légumes, fruits de mer, panés et frites. Et là, il y a une règle d'or qui vient avec ce plat. Une interdiction formelle et catégorique de tremper sa brochette une deuxième fois dans le bac de sauce posé sur le comptoir. Le fameux no double dipping. Exactement. Puis c'est pas juste une suggestion polie, c'est affiché partout et surveillé de très très près. Cette règle du kushikatsu, elle est magistrale d'un point de vue sociologique.
On pourrait croire qu'une ville qui prône le lâcher-prise puis la désinvolture n'aurait que faire de ce genre d'étiquette un peu rigide. Mais c'est là toute la subtilité d'Osaka. Le bac de sauce, il est commun. Il reste sur le comptoir pour les prochains clients qui viendront s'asseoir à cette même place-là après vous. Fait que c'est une question de respect de base. Totalement. Cette règle sanitaire devient alors un contrat social immédiat. Elle rappelle que la liberté et la convivialité, ça fonctionne seulement s'il y a un profond respect pour la communauté. On partage l'espace, on partage la ressource, on est donc responsables les uns envers les autres. C'est ça la limite de leur laisser aller. On s'amuse, mais jamais au détriment de son voisin. Et en parlant de lien avec le voisin, l'auteur pousse l'audace jusqu'à en faire une stratégie de voyage. Le conseil ultime qu'il donne pour s'immerger dans un izakaya, tu sais, ces petits bistrots typiques souvent enfumés et bondés, c'est d'y entrer à l'aveugle, sans même parler la langue, de s'asseoir au comptoir, puis de simplement pointer du doigt l'assiette de l'inconnu d'à côté pour dire au cuisinier « je veux ça ». C'est un de mes passages préférés du guide. Mais je te cacherai pas que dans ma ville, si je m'assieds au bar puis que je commence à pointer l'assiette de la personne à côté, au mieux, je vais créer un profond malaise. Au pire, ça va dégénérer assez vite. Pourquoi est-ce que cette intrusion est non seulement acceptée, mais recommandée à Osaka? Bien parce qu'à Osaka, cette action-là n'est pas du tout perçue comme une intrusion. C'est vu comme une marque de confiance et un compliment. En pointant le plat du voisin, tu admets ta propre vulnérabilité de voyageur, tu reconnais l'expertise locale de cette personne-là et tu abats le mur de l'anonymat urbain. Ça brise la glace de façon inusitée. L'auteur explique que cette simple interaction non verbale conduit presque toujours à un sourire, un hochement de tête d'approbation et bien souvent à une tentative de conversation impromptue. Les barrières tombent. C'est vraiment le triomphe de la spontanéité sociale qui définit cette métropole. La nourriture, c'est juste l'excuse pour initier le contact humain. Puisque la nourriture puis l'attitude sont indissociables, il reste à voir comment on intègre cette dynamique-là dans un itinéraire qui fait du sens. Le guide offre des conseils logistiques très pointus, mais il y en a un en particulier qui remet en question la façon dont beaucoup conçoivent leur voyage au Japon. Il suggère d'utiliser Osaka comme camp de base principal pour explorer toute la région du Kansai, avec un minimum strict de 2 nuits, mais idéalement 3 ou 4 jours. C'est un choix hyper stratégique. Géographiquement, oui, c'est super bien pensé. Kyoto n'est qu'à 15 minutes par le train à grande vitesse, le Shinkansen, ou 30 minutes avec un train de banlieue régulier. Nara, avec ses serres en liberté puis ses temples immenses, est à 45 minutes. Kobe est à 20 minutes. Mais logiquement, je pourrais inverser la question, tu sais. Vas-y. Si Kyoto est mondialement célébré pour sa beauté et sa poésie, pourquoi je ferais pas mon camp de base là-bas, dans un magnifique ryokan traditionnel, en me contentant de faire un petit aller-retour en train d'une journée pour aller manger des takoyaki au Osaka le soir? Mais si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, la logique de l'auteur repose vraiment sur la psychologie du voyageur en fin de journée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Passer sa journée à Kyoto ou à Nara, c'est se confronter à l'histoire impériale et religieuse. C'est magnifique, bien sûr, mais ça demande une posture solennelle. On marche en silence, on respecte l'atmosphère sacrée des lieux, on absorbe des siècles de culture. L'esprit est sollicité à un très, très haut niveau. Si après cette charge émotionnelle-là, tu rentres dormir dans une ville qui est elle-même très calme et retenue, la tension ne retombe jamais vraiment. Ah, tu restes toujours sur tes gardes, dans le fond. Exactement. Le trajet en train de 15 ou 30 minutes vers Osaka, ça agit comme un sas de décompression. Revenir dormir à Osaka, c'est s'autoriser à enlever la cravate métaphorique. On passe du sacré au profane. On quitte les sanctuaires silencieux pour se retrouver sur une tabourette en plastique dans une ruelle animée, une bonne bière à la main, entourée d'éclats de rire. C'est cet équilibre quotidien-là qui évite la saturation et qui rend le voyage vraiment soutenable. Fait que le trajet en train devient un peu comme un palais de rinçage psychologique. C'est une vision tellement brillante de l'urbanisme régional. L'auteur aborde aussi quelques réalités très terre-à-terre pour faciliter cette immersion-là et curieusement, ces détails logistiques nous en disent encore beaucoup sur la société. Des détails comme quoi? Par exemple, l'omniprésence de l'argent comptant. Dans un pays réputé pour sa technologie de pointe, le guide insiste sur le fait qu'il faut avoir des yens en poche pour survivre à Osaka. Il parle aussi de l'importance des cartes de transport comme la Suica ou l'Icoca pour se déplacer vite. Et il rappelle la règle absolue de ne jamais donner de pourboire. Comment on interprète ces détails pratiques-là à travers la lentille du Kuidaore dont on parlait tantôt? C'est super intéressant.
L'utilisation de l'argent comptant, par exemple, c'est très révélateur de la culture des marchands. Osaka est historiquement une ville commerçante. L'échange de pièces et de billets de main en main, ça a quelque chose de tangible, d'immédiat. Ça force l'interaction directe, au-dessus du comptoir, un bref contact humain que la transaction électronique a souvent tendance à aseptiser. C'est vrai que taper une carte, c'est moins chaleureux qu'échanger des pièces en se regardant dans les yeux. Et quant à la règle du non-pourboire, qui s'applique à tout le Japon d'ailleurs, elle prend une dimension particulièrement intéressante à Osaka. L'absence de pourboire maintient une relation d'égal à égal entre celui qui sert et celui qui consomme. Fait qu'il n'y a pas de hiérarchie monétaire dans le service. En plein ça, le service n'est pas monnayable. Il fait partie du respect inhérent au métier. L'artisan qui frit tes brochettes de kushikatsu, il est maître de son domaine et toi, t'es l'invité qui apprécie ce savoir-faire-là. L'argent couvre le bien matériel, pas la dignité de la personne. Et le fait de pouvoir déambuler tard la nuit avec tout cet argent comptant en poche, dans une sécurité urbaine absolue, c'est ce qui rend cette liberté nocturne-là possible. La sécurité n'est pas là pour imposer un couvre-feu, elle est là pour garantir l'accès à l'espace public à toute heure. Même le rythme des saisons semble s'adapter à cette soif de vivre, tu sais. L'auteur rappelle que le printemps offre un décor spectaculaire avec les cerisiers autour du château d'Osaka, que l'été vibre au rythme de l'immense festival Tenjin Matsuri, puis que l'automne part la région de couleurs flamboyantes. Mais l'hiver a aussi son charme particulier. Oui, curieusement, il souligne que l'hiver devient la saison parfaite pour se réfugier dans ces petits izakayas, échapper aux foules touristiques massives, puis se concentrer exclusivement sur la chaleur humaine et la bouffe réconfortante. C'est là que l'itinéraire classique japonais à 3 pôles trouve toute sa pertinence. Un bel équilibre, hein? Si Tokyo est le cerveau, mettons, la machine futuriste et l'énergie contemporaine vertigineuse, et que Kyoto représente l'âme, la spiritualité et la profondeur historique, alors Osaka s'impose définitivement comme le cœur et probablement l'estomac du pays. C'est le ciment humain, la tape amicale dans le dos qui ramène les choses à une dimension terrestre. C'est le mot juste, vraiment. Ignorer Osaka, c'est carrément passer à côté de l'humanité foisonnante du Japon. Et en synthétisant tous les éléments de ce guide, il en émerge une réflexion fascinante, une question qui va bien au-delà de la géographie nippone. L'auteur nous démontre avec brio que l'âme d'une métropole peut réellement se mesurer à l'accessibilité de sa nourriture de rue, à la disposition de ses comptoirs, puis à la facilité avec laquelle des parfaits inconnus engagent la conversation autour d'un bac de sauce partagée. C'est un bon baromètre, en effet. Et si on applique cette grille d'analyse-là à notre propre environnement quotidien, qu'est-ce que la culture culinaire et l'espace public de notre propre ville révèlent sur nous-mêmes? Lorsque l'on observe la façon dont nos concitoyens interagissent dans les restos et les marchés le soir, notre société s'approche-t-elle de l'efficacité silencieuse et respectueuse à la Tokyo, ou avons-nous en nous une part du joyeux chaos et de la camaraderie organique d'Osaka? C'est une question qui résonne fortement et qu'on va laisser mijoter dans la tête de ceux qui nous écoutent. Au final, l'ingénierie urbaine de pointe, les architectures avant-gardistes ou la préservation stricte du patrimoine, ce sont des prouesses admirables. Mais parfois, quand on se retrouve à 10 000 km de chez soi, l'expérience la plus marquante ne vient pas d'un monument de 50 mètres de haut. Non, souvent c'est beaucoup plus simple. Tellement! Elle survient simplement en s'asseyant sur une chaise de plastique un peu usée, en croisant le regard complice d'un cuisinier derrière son grill, puis en réalisant que l'espace d'une soirée, on se sent tout à fait à sa place. C'est ça, la vraie magie d'Osaka. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.